Bonjour à tous, vous regardez Midi Ensemble et c'est maintenant l'heure de votre page santé. Nous allons vous parler d'un problème fréquent chez les couples et cela à n'importe quel âge. Il s'agit de l'infertilité, cette incapacité à concevoir un enfant pendant des longues années, parfois difficile à supporter et concerne autant les hommes que les femmes, des couples qui souffrent parce qu'ils souhaitent devenir parents sans succès et cela peut évidemment avoir des répercussions psychologiques importantes. Alors quelles peuvent être les causes? Y a-t-il des solutions pour concevoir d'une autre manière? Robert Feldman, gynécologue, bonjour. Vous êtes président du Collège des médecins au planning familial. Merci d'avoir accepté notre invitation aujourd'hui. Jean-Michel Henouchi, bonjour. Vous êtes radiologue. Bonjour. Merci à vous deux d'être là avec nous. Et puis bien sûr, Marianne Bougrain qui est devant son ordinateur pour répondre à vos questions. Elle interviendra tout au long de cette émission en direct. Envoyez-lui vos emails sur l'adresse qui s'affiche en bas de votre écran. Midi Ensemble spécial santé, c'est maintenant. Alors surtout, restez avec nous. L'infertilité concerne donc de nombreux couples, un handicap qui a souvent des conséquences graves sur la vie des hommes et des femmes qui n'ont qu'un seul souhait, devenir parents. Mais les obstacles ne sont pas toujours mécaniques ou hormonaux, la psychologie est aussi un facteur important et les progrès de la médecine sont parfois impuissants. Regardez. Des milliers de couples consultent chaque année pour des problèmes de stérilité. Entre 18 et 24% des couples en France ne parviennent pas à avoir un enfant après 12 mois sans contraception. Résultat, quelques 20 000 bébés naissent chaque année après des procréations médicalement assistées. Deux raisons peuvent expliquer que l'ovocyte et le spermatozoïde ne se rencontrent pas. Soit parce qu'ils ne sont pas fabriqués, on parle alors de stérilité hormonale, soit parce que le chemin est bouché, ou plus scientifiquement, car les voies génitales sont altérées. Il s'agit alors de stérilité mécanique. Il existe aussi de nombreux cas d'infertilité inexpliqués, parfois liés au blocage psychologique en rapport avec l'histoire personnelle du couple. En cas d'infertilité hormonale, il peut s'agir d'un dysfonctionnement gonadique. Les ovaires ou les testicules ne fonctionnent alors pas bien. Le don de sperme ou d'ovocytes est donc obligatoire. Quand l'infertilité est d'origine congénitale, les chromosomes des parents ne permettent pas la conception d'un fœtus. Le recours à la FIV, fécondation in vitro, est alors proposé. Certaines chimiothérapies et radiothérapies peuvent également induire une insuffisance ovarienne ou testiculaire. Les troubles de l'ovulation, tels que les déséquilibres hormonaux et les kystes, sont aussi des causes d'infertilité. Chez l'homme, les facteurs de risque d'infertilité sont nombreux. La présence de produits chimiques, les traitements médicaux forts, le tabac, l'alcool, etc. L'hérédité, mais aussi certaines maladies comme le diabète, l'hypertension ou l'épilepsie peuvent avoir des conséquences sur la fécondité masculine. Le stress, la pollution, l'augmentation de la présence de pesticides ne feraient également pas bon ménage avec la bonne santé des spermatozoïdes. Mais la toute première et la plus évidente cause d'infertilité, c'est bien l'âge de plus en plus avancé auquel les couples décident d'avoir leur premier enfant. À 35 ans, les chances d'être enceinte tombent à 12% pour une femme par cycle. À 40 ans, elles ne sont plus que de 6%. Les couples doivent commencer à consulter après une année de rapports sexuels réguliers sans contraception. Les examens peuvent ensuite débuter, surveillance de la courbe de température pour détecter l'ovulation, spermogramme, etc. Des opérations spectaculaires aident parfois les couples en détresse. En Turquie, une jeune femme stérile a subi une transplantation d'utérus avec succès. On ne pourra dire que c'est un succès que quand elle aura eu un enfant. Mais pour l'instant, on est heureux parce que l'organe se porte bien. Au Liban, les banques ont même lancé le pré-fertilité, une initiative qui a du succès dans un pays où le taux d'infertilité, notamment masculin, est exceptionnellement élevé et où les parents sont prêts à tout pour avoir un enfant. Tous les jours, j'ai une dizaine de couples qui me consultent pour un problème de fertilité. Et parmi les dizaines de couples, peut-être aucun n'est capable d'aller plus loin et faire le cycle de fécondation in vitro ou l'insémination, etc., etc. Alors, Robert Feldman, l'infertilité, qu'est-ce que c'est? L'infertilité, pour dire des choses simplement, c'est l'impossibilité de concevoir une grossesse alors que les rapports sexuels sont raisonnablement fréquents pour un couple au bout de, je dirais, 18 mois. Comment diagnostiquer cette stérilité, Jean-Michel? Comme on l'a dit, si vous voulez, c'est plus un constat que fait le couple qu'un diagnostic médical. L'infertilité, comme on vient de le dire, c'est le constat qu'il n'y a pas de conception au bout d'un certain délai qu'on peut évaluer à 1 an, 2 ans, dans des conditions de vie sexuelle normales et bien entendu sans contraception. Alors on attribue souvent justement l'infertilité à la femme, mais il faut justement diagnostiquer le couple.
Oui, absolument. Donc, grossièrement, il y a 30%, dans 30% des cas, la cause est d'origine, c'est la femme. Et dans 30 autres % des cas, c'est l'homme. Et encore 30% des cas, c'est une cause mixte. Voilà, donc si on n'a rien trouvé chez la femme, eh bien, il faut se retourner vers l'homme, bien entendu. Et dans 10% des cas, il faut rajouter que ni chez la femme ni chez l'homme, on ne trouve de cause. Alors la courbe de température et l'examen hormonal, ce sont les premiers examens pour la femme, Robert, hein? Oui, on va faire les choses simplement. D'abord, on va commencer tout simplement par un spermogramme. On va savoir tout de suite si on a un nombre de spermatozoïdes suffisant et de bonne qualité. Après, on va encore faire les choses simplement. On va demander une courbe de température. Au bout de 2-3 mois, on va savoir quelle est la qualité de l'ovulation. Ça ne mange pas de pain, ça ne coûte pas d'argent. Ensuite, on va faire ce qu'on appelle le test de Huner. Très simple aussi. Après un rapport sexuel, on prélève les éléments dans le vagin afin de voir si les spermatozoïdes ont passé la barrière du col. Tout ça, ce sont des choses simples, mais qui peuvent créer des infertilités. Ensuite, bien entendu, on va faire les examens sanguins, hormonaux, pour s'assurer qu'on est dans les clous. Ça, c'est extrêmement important. Et puis, on va surtout, dans ces examens hormonaux, s'assurer que l'axe de l'hypothalamus, de l'hypophyse et de l'ovaire, qui sont des glandes hormonales, sont en phase. Si tout ça est normal, nous allons avoir affaire à mon très distingué confrère, le docteur Enouchi, qui va nous parler des examens radiographiques. Absolument. Alors, il faut aussi interroger la patiente et savoir s'il a des antécédents qui peuvent prédisposer à ces causes mécaniques que nous, radiologues, on diagnostique. Ce sont les antécédents de fausses couches, les antécédents de grossesse extra-utérine, pour citer ces deux-là, notamment, qui donc vont empêcher, si l'utérus, par exemple, est cicatriciel ou si les trompes sont bouchées, vont empêcher la nidation notamment. Alors nous, radiologues, on intervient pour justement vérifier la perméabilité des trompes au moyen d'un examen qu'on appelle l'hystérographie. Et puis également, on a aussi la possibilité, grâce à l'échographie et à l'IRM, de diagnostiquer soit des malformations, soit une autre cause qui est importante, c'est l'endométriose. Alors justement, on va regarder d'abord ces quelques chiffres. La fertilité est très fréquente puisqu'elle concernerait entre 10% et 15% des couples. 81 millions de couples sont concernés par l'infertilité à travers le monde. 20% c'est le pourcentage d'infertilité masculine, c'est-à-dire le cas où seul l'homme a des soucis. L'infertilité féminine est plus importante puisqu'elle touche 30% des femmes en matière de stérilité. 70% des cas sont résolus. Que fait-on pour celles qui ne tombent toujours pas enceintes, Robert ? Je vais répondre. Mais je voudrais simplement dire un tout petit mot de l'endométriose, parce que beaucoup de gens ne savent pas ce que ça veut dire. L'endométriose, c'est l'existence d'endomètres, c'est-à-dire une muqueuse qui se trouve à l'intérieur de l'utérus, mais malheureusement, cette muqueuse se retrouve ailleurs, sur l'ovaire, sur le corps de l'utérus et même dans d'autres organes. Et c'est une cause très importante d'infertilité, qui se diagnostique bien sûr par des règles extrêmement douloureuses. Enfin, il y a tout un cortège, une symptomatologie que le médecin va diagnostiquer. Donc là aussi, il va falloir faire le diagnostic. Tu as parlé de l'IRM, qui est un élément diagnostique très important, ce qui empêcherait de faire une laparoscopie, ce que l'on faisait avant. Et aujourd'hui, bien sûr, on n'a plus besoin de le faire. Alors la question précise... Si malgré tout ça, on ne tombe pas enceinte, qu'est-ce qu'il faut faire ? Alors, si malgré tout, on ne tombe pas enceinte, qu'est-ce qu'il faut faire ? Alors, moi, je voudrais rassurer les gens qui nous entendent. Aujourd'hui, on peut tout faire. Vous n'avez pas de spermatozoïdes ? On a une banque de sperme. Vous n'avez pas d'ovocytes ? Juste une caricature. Nous avons Vous êtes d'accord, nous avons des ovocytes, des dons d'ovocytes. Ben, c'est la réalité. On ne peut pas porter la grossesse, il y a des mères porteuses. Ce que je veux dire, évidemment, j'exagère, mais ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, les gens ne peuvent pas être désespérés parce qu'il y a des solutions. Voilà, c'est ça qui est important. Justement, nous sommes descendus dans les rues de Tel Aviv pour demander aux Israéliens s'ils savent quels sont les facteurs qui provoquent l'infertilité. Regardez. Je ne suis pas très sûre, mais je suppose que c'est principalement la génétique. Et cela a un rapport aussi avec la nutrition, mais principalement la génétique. Il y a aussi la compatibilité entre les deux partenaires.
Je pense qu'il y a des raisons génétiques et psychologiques. Il y a aussi des maladies qui peuvent causer la stérilité. Sûrement la génétique, pour le reste, je ne suis pas sûre. Je pense déjà qu'il y a de la stérilité masculine et féminine. Ce sont des causes génétiques qui font que les personnes sont nées avec des difficultés à concevoir. Mais il peut aussi y avoir des problèmes physiques avec les organes génitaux qui causent l'infertilité. Il doit y avoir une prédisposition génétique, des problèmes hormonaux ou médicaux qui peuvent causer l'infertilité. Et bien sûr, les causes peuvent être environnementales, la pollution, etc. Il peut y avoir de nombreuses causes à cela. Certaines peuvent être liées à l'environnement, d'autres génétiques ou encore liées à la santé. Alors je propose de rejoindre tout de suite Marianne pour les questions téléspectateurs. Marianne, bonjour. Oui, bonjour Valérie. Alors en effet, il y a plusieurs internautes qui se posent plutôt les mêmes questions, notamment celle d'une téléspectatrice qui a 25 ans et qui nous dit qu'elle habite à Marseille et que ça fait déjà 2 ans qu'elle est mariée et qu'elle n'arrive pas à tomber enceinte. Ils ont tout essayé. Elle nous avoue quand même être en surpoids, avoir un problème de poids et du coup elle se demande si éventuellement il y aurait un rapport avec le fait qu'elle n'arrive pas à tomber enceinte. Qu'en pensez-vous? Pour vous cette question? Il faut dire qu'il y a des femmes qui n'ont aucun surpoids et qui sont stériles. Et il y a beaucoup de femmes qui sont en surpoids et qui tombent enceintes. Effectivement, d'un point de vue statistique, sur des grands nombres, on s'est aperçu qu'il y avait peut-être une petite difficulté pour les femmes en surpoids à tomber enceintes. Mais je pense qu'il ne faut pas culpabiliser cette femme sur son surpoids parce que franchement, c'est peut-être pas du tout la cause. Tout à fait. Allez, une autre question, Marianne. Oui, notre téléspectatrice de Lyon nous demande, pour le coup, elle a fait plusieurs tests avec son mari, que malheureusement, ou heureusement pour elle, tout va bien, et malheureusement, elle n'arrive toujours pas à tomber enceinte. Elle ne sait plus quoi faire, elle a elle aussi essayé beaucoup de choses. Comment peut-on la conseiller? Robert, la solution, vous qui êtes si optimiste? Je dirais la fécondation in vitro. Si les spermatozoïdes de son épouse sont de qualité, si ses ovocytes sont de qualité, si on a fait le diagnostic génétique de ce couple pour s'assurer qu'il n'y a pas de maladies génétiques qui vont être transmissibles, la fécondation in vitro, c'est vraiment la solution de choix. Alors justement, on va parler donc, de ces solutions dont vous venez de nous parler, avec les traitements principaux pour lutter contre l'infertilité, on l'a vu, c'est donc la stimulation ovarienne, l'insémination artificielle et la fécondation in vitro. Justement, Robert, expliquez-nous les différences. Alors, la stimulation ovarienne consiste à donner des médicaments hormonaux qui vont agir sur l'axe hypothalamo-hypophysaire-ovarien dans le but de maturer l'ovocyte. Imaginons une orange avec un pépin qui est au milieu, qui va passer du centre à la périphérie et qui va éclore de manière positive. Donc ça, c'est la première chose. Deuxièmement, est-ce que justement le radiologue intervient durant ce processus, Jean-Michel? Oui, on intervient effectivement pour décompter les follicules qui deviennent matures et les mesurer. C'est-à-dire qu'un follicule mature, il faut qu'il mesure 1 cm ou 2 cm avant d'éclore et d'expulser l'ovule qui va être capté par la trompe et ensuite va cheminer dans les voies génitales de la femme. Donc nous, radiologues, au fur et à mesure de cette stimulation ovarienne, on va s'assurer que les follicules grossissent et qu'il y en ait suffisamment. Alors justement, maintenant, on l'a vu, l'âge n'a quasiment plus d'importance. Il y a même des grossesses après la ménopause. Il y a une grand-mère italienne qui a eu un enfant. Regardez, on la voit à l'antenne. La dernière en date, c'est une Allemande. Au niveau mécanique, donc on l'a vu, pas de problème. Mais au niveau éthique, ça pose quand même des problèmes, Robert. Ça pose un problème, mais est-ce que le médecin, à titre personnel, doit donner un jugement personnel là-dessus? J'en suis pas du tout convaincu. Je pense que c'est un problème de société. Je pense que c'est à l'ensemble de tous les acteurs de la société qui doivent, disons, donner des guidelines, donner des lignes directrices. À titre personnel, je vais vous donner un avis, mais cet avis ne concerne que moi. Évidemment, il n'a pas une grande autorité. Il faut savoir que, évidemment, l'espérance de vie, c'est vrai, aujourd'hui, a beaucoup augmenté. Mais lorsqu'on a 65 ans et qu'on a un enfant, forcément, l'enfant, à un moment donné, se retrouvera seul. Est-ce que c'est ce que nous voulons pour nos enfants?
Je pose la question, mais il n'y a pas de jugement de valeur dans ce que je dis. Alors on l'a vu, hein, la médecine qui peut donc tout faire, mais avoir des enfants après 50 ans, est-ce qu'il n'y a pas finalement des risques pour la mère d'abord et puis aussi pour l'enfant sur la santé physique et mentale? Jean-Michel, qu'est-ce que vous en pensez? On sait bien que plus une femme avance en âge, et d'ailleurs c'est vrai aussi pour le père, et plus il y a un risque d'anomalie génétique. Voilà ce qu'on sait actuellement. Donc ça se résout assez facilement par le diagnostic génétique, par l'amniosynthèse. Donc on prélève des cellules dans le sac amniotique et on fait un karyotype et on identifie ou pas les trisomies 21, les trisomies 18, etc. Bien, écoutez, messieurs, ça y est, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci à vous tous d'avoir été avec nous tout au long de cette émission. On se retrouve donc la semaine prochaine pour un autre thème santé. Restez avec nous. Midi ensemble, ça continue.